Hello tout le monde et bienvenue dans ce live du Social Club épisode, je ne sais plus, j'arrive plus à les compter, mais je pense que c'est 11 ou 12, dans lequel on va débroussailler pour la première fois un sujet qui me tient à cœur, qui est YouTube, parce que moi j'y connais personnellement rien du tout et j'ai trop envie d'en savoir plus. Et du coup, j'ai appelé aujourd'hui Shubham Sharma, qui pour moi est le meilleur pour nous apprendre tout ça, parce que tu es hyper pédagogique et j'adore regarder tes vidéos, je trouve que tu es trop fort pour ça. Et du coup, voilà, le but du jeu, c'est qu'on parle ensemble de YouTube. Mais d'abord, dans un premier temps, est-ce que Shubham, tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, genre raconter rapidement ton parcours peut-être? Ouais, rapidement, bah écoute, merci beaucoup, c'est hyper cool d'être invité par toi, parce que comme je t'avais dit sur le live de l'autre côté qu'on avait fait avec Ouais. Sandwich, que je regardais pas mal de ce que tu faisais depuis un petit moment. Donc voilà, moi je m'appelle Shubham Sharma, et j'espère d'ailleurs, dites-moi si jamais la connexion bug. Donc je m'appelle Shubham Sharma. Pour les personnes qui ont du mal à retenir mon prénom, pensez à un chou qui tombe et qui fait bam. Parce qu'il y a J'avais plein jamais entendu d'interprétations ça, c'est trop possibles. drôle. Ouais, et il y avait plein d'interprétations possibles, mais voilà, ça c'est la vraie, l'unique. Donc moi, donc je suis ingénieur de formation, j'ai toujours aimé coder, je suis un développeur de base, donc vraiment attiré par tout ce qui est logique et technique, et etc. Puis à un moment donné, j'ai fait une petite virgule par le marketing, notamment dans une boîte qui s'appelle Mailjet, qui est un email service provider, donc typiquement comme un Mailchimp ou quoi que ce soit. Et là où j'ai fait un boulot de marketing pour développeurs, ça s'appelait développeur évangéliste. Et petit à petit, je suis allé dans le marketing, j'ai fini CMO dans une boîte. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit trop cool, maintenant je sais faire du marketing. Je sais faire du tech, peut-être que je devrais monter une boîte. Et du coup, j'ai commencé à monter des petits projets par-ci par-là, en menant pendant un petit moment une vie de digital nomade, à me balader un peu partout dans le monde et en codant avec mon ordi. Et puis là, récemment, je suis revenu en France pour monter une boîte qui a lamentablement échoué, pas que à cause du Covid, mais bon, j'aime bien. C'est la réalité, c'est qu'elle a échoué à cause du Covid, mais bon, il y a j'imagine autre chose. Et puis du coup, j'ai repris YouTube parce que je m'étais dit que c'est dommage. C'est une chaîne YouTube que j'ai créée il y a 3 ans, où j'avais pas mis trop d'efforts, où petit à petit j'avais réussi à avoir 3-4 000 abonnés, et que là j'ai repris il y a 1 an et je suis à peu près 15 000 abonnés, un peu plus de 15 000 abonnés maintenant. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors du coup, tu m'as complètement coupé l'herbe sous le pied sur mes questions, mais j'allais te demander ouais, quand est-ce que tu as commencé. Non, non, mais t'inquiète, c'est une petite blague. J'allais te demander ouais, quand est-ce que tu as commencé sur YouTube. Donc si j'essaie de récap, tu as commencé il y a 3 ans, tu avais un Ouais. peu abandonné la chaîne et là, tu t'y es remis vraiment l'année dernière, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'avais commencé à l'époque où je regardais beaucoup de youtubeurs, en fait, au tout début, j'étais sur Snapchat, et donc un réseau social pour très très jeunes maintenant, mais à l'époque, aux US en tout cas, j'habitais à New York, il y avait tout le monde qui utilisait Snapchat, et moi j'avais commencé à faire en tant que Français des espèces de vlogs, j'appelais ça les slogs, et j'avais rencontré un mec à New York qui s'appelait Antoine BM, qui est assez connu dans le monde du YouTube à l'époque, et même maintenant d'ailleurs, très infopreneur, etc. Et il m'avait dit, mais en fait, pourquoi tu fais pas ça sur YouTube? Et j'étais en mode, mais oui, en fait. Et du coup, j'ai commencé à faire du YouTube, donc il y a un peu plus de 3 ans. Puis après, abandonné. Pourquoi? Parce que si t'as pas cette régularité de vidéos, bah ça va très vite et t'oublies, et tu te reposes sur les vidéos qui tournent un petit peu. Et j'avais réussi au début à avoir mes 1000 premiers abonnés en un mois. C'était le but. Donc j'avais littéralement explosé tous les réseaux que j'avais pour pouvoir avoir 1000 premiers abonnés, en sachant que c'est les plus durs à avoir. Et puis ensuite, ça a tourné un petit peu. Je suis arrivé à 3000 pour à peu près laisser le truc au bout de 10 vidéos ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai repris il y a 1 an, ouais, en effet. Et là, aujourd'hui, du coup, tu as combien d'abonnés, pour ceux qui ne le savent C'est pas? 15 700 à peu près. Là, je viens de voir, en fait. Donc voilà. Putain, c'est ouf, quand même. Non, c'est complètement dingue. Ok, super. Bah, merci beaucoup déjà pour cette petite présentation. Alors, le live, on va l'organiser en 3 parties. Comme ça, c'est assez concis. Parce qu'on a 40 minutes ensemble et c'est vrai que ça passe assez vite. Donc, en gros, pour que vous soyez au courant, la première partie, on va vraiment parler de l'algorithme YouTube. S'il y en a un, comment ça marche, quelles sont un peu les règles basiques à respecter. Ensuite, on va voir tout ce qui est plutôt contenu. Donc, la vidéo, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et Shubham va aussi nous partager un peu son expérience là-dessus. Et on va finir, en fait, sur tout ce qui est production. Donc, les petits tips vraiment plus techniques sur le matériel à avoir, etc. Et moi, ce que je vous invite à en faire, du coup, pendant le live, c'est de mettre vos questions dans la partie questions qu'il y a dans Livestorm. Et en fait, ce qui est super avec Livestorm, c'est qu'en gros, vous pouvez voter pour les questions, parce qu'on va laisser un temps à la fin. Et comme ça, on va les lire en fonction de celles qui ont été le plus votées, parce que ça évite, du coup, de lire toutes celles qui peuvent arriver.
Mais donc, du coup, n'hésitez pas vraiment pendant le live à mettre toutes vos questions dans la partie questions ou à réagir dans le chat. Moi, je regarde régulièrement ce qui se passe. Voilà. Alors, du coup, Shubham, sur l'algorithme, est-ce que tu peux nous dire, parce que moi, on a eu une petite discussion au préalable, je me rappelle, il y a 3 semaines où je te disais, mais est-ce qu'il existe un algorithme YouTube? Et tu m'as un peu rigolé. Je me suis sentie Ah merde. nulle. Mais bon, non, mais mais je suis nulle de toute façon. Donc, dis-moi, voilà, est-ce qu'il existe et comment il marche? Ouais, il y a évidemment un algo parce que en fait, derrière, faut savoir que c'est Google. Donc, ok. Derrière, faut savoir que c'est Google. Donc, évidemment, la recherche Google est enfin, la recherche YouTube est powered par celle sur Google, donc c'est le même moteur derrière, sauf que là, au lieu de regarder des résultats de recherche de type site web, on va regarder des vidéos. Sauf que qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'un site web arrive au-dessus d'un autre? Et ben, c'est sa pertinence, c'est à quel point son SEO est optimisé, à quel point le site est cliqué. Et en fait, c'est ce qu'on va regarder aussi dans une vidéo YouTube. Typiquement, aujourd'hui, les indicateurs qui vont compter, c'est que déjà, est-ce que ça répond à des résultats de recherche? Première chose, quand il s'agit de la recherche. Combien de temps la vidéo est regardée? Le watch time. Le session time, c'est combien de vidéos de suite la personne vient regarder, en sachant qu'une chose qui est importante pour YouTube, c'est vous montrer de la pub. Et donc, pour YouTube, c'est important que vous restiez dans sa plateforme. Donc, en tant que créateur, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer du contenu qui répond à des demandes, donc des résultats de recherche, qui tient la personne qui va regarder la vidéo pendant longtemps, c'est-à-dire qu'il ne quitte pas la vidéo au bout des 10 premières secondes, ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est-à-dire 30% du drop, c'est dans les 10 premières secondes. C'est pour ça que les 10 premières secondes de la vidéo, il faut qu'il soit hyper impactant. En tout cas, il faut que ça explique ce que vous avez vendu dans la miniature et dans le titre. Et puis derrière, on va aller regarder combien de vidéos de suite la personne a regardé. Et là, ça va être hyper important les 10 dernières secondes où en fait, on va amener la personne à aller regarder d'autres vidéos. Donc, c'est un peu les indicateurs qui font que l'algo va vous placer en haut ou en bas des résultats de recherche. Après, évidemment, il y a la partie homepage où en fait, même si vous répondez à aucun résultat de recherche, vous allez quand même apparaître dans le feed des gens parce qu'ils sont habitués à vous voir et à cliquer sur vos vidéos. Tu veux dire qu'en fait, YouTube, j'essaie de grossièrement verbaliser un peu ce que tu as dit, c'est presque comme Google, quoi. C'est-à-dire que faut voir ça vraiment donc, comme un site web sur lequel les gens ils vont te trouver en tapant des recherches et du coup, ta vidéo va répondre à leurs questions, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, souvent, quand tu fais des vidéos, il y a plusieurs types de vidéos possibles. Il y a les vidéos qui vont être rankées pour des résultats de recherche, du genre comment faire quelque chose, typiquement, je prends l'exemple de ma vidéo Notion. Je crois que c'était un truc genre l'outil le plus puissant que je connaisse, le plus productif, je sais pas quoi, Notion. Et en fait, dans les tags, j'avais mis comment utiliser Notion, tuto Notion, etc. Et dans les descriptions aussi. Et dans les 10 premières secondes, j'avais commencé par voilà, si vous êtes ici, c'est parce que X, Y, Z. Et du coup, en fait, ça donnait tous les indicateurs pour la personne pour que quand elle clique, ce qu'on lui a vendu, ça correspond bien à ce que je dis dans les 10 premières secondes. Et du coup, la vidéo va remonter. Du coup, tant qu'on en parle, tu vois, des descriptions, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, justement, pour optimiser la description au maximum ou même le titre? Je sais pas, mais quelles sont les bonnes pratiques peut-être à avoir pour maximiser le nombre de vues? Alors, ce qui va compter, c'est pas tant la description, mais plutôt le titre et la miniature. Et souvent, en tant que créateur, on fait notre vidéo. C'est là où on va passer 90% de notre temps, en tout cas au début. Et puis après, à la fin, on va se dire, il faut un titre. Du coup, on va trouver un titre. Et la miniature, on va littéralement prendre un screenshot de la vidéo, on va le mettre. Et c'est ce que tout le monde fait, c'est normal, vous inquiétez pas. Alors qu'en fait, c'est le truc le plus important. En fait, c'est la titre, une miniature. Et la miniature, c'est le packaging de votre produit que vous êtes en train de vendre à l'utilisateur. C'est la marque, c'est le visuel, c'est à quel point ça donne envie ou pas. Et du coup, maintenant, je sais que je passe beaucoup plus de temps, si ce n'est la moitié du temps, à essayer d'imaginer quel va être mon titre et ma miniature. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, de poster un titre, je vais faire 10 itérations, je vais essayer de me creuser la tête pour faire 10 titres en ayant plusieurs choses en tête. C'est est-ce que ça crée une envie de cliquer ou pas, en fait? Est-ce que ça crée un espèce d'engouement qui va faire en sorte que la personne va se dire j'ai envie de savoir ce qui a marqué. Typiquement, l'outil le plus incroyable que je connaisse, par exemple, a beaucoup plus de chances d'être cliqué que la réponse.
Integromat, l'outil le plus incroyable que je connaisse, par exemple. Et du coup, il va y avoir deux manières ou plusieurs manières d'attiser un peu la curiosité de la personne. Et pareil, il faut que cette curiosité se retrouve dans la miniature. Et c'est pour ça qu'en fait, les trucs très clickbaity marchent pas mal sur YouTube. C'est à cause de ça. Maintenant, attention, ça, c'est juste pour un pan de la population, qui sont les jeunes, qui sont les gens qui ont envie de voir des gros titres et des miniatures avec des... Tout le monde, c'est pas le cas. On peut rejouer ça. Et justement, moi, j'ai envie d'aller de plus en plus vers du très qualitatif où, en fait, on crée cet engouement, on crée un peu cette curiosité, mais tout en restant, tout en faisant un truc quali et pas forcément du gros jaune écrit avec des têtes en train de faire ça, quoi. Ouais. Ce que tu veux dire, du coup, c'est qu'en fait, au début, l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'en gros, ils voient la miniature comme un résumé presque de leur vidéo, alors qu'en fait, il faut la voir comme une accroche, quoi, et comme un teasing. En fait, de la même manière que sur les posts LinkedIn, par exemple, les 2 premières phrases, c'est vraiment l'accroche pour faire lire la suite, c'est ça? Exactement. Et notamment, tu as une chose qui va varier pas mal le fait que tu apparaisses dans l'algo ou pas, c'est ton CTR, ton click-through rate. Combien de personnes, quand ils voient ta vignette et ton titre, cliquent? Et en fait, suivant si tu es entre 10% et 30%, c'est cool. Si tu es à moins de 10%, c'est pas ouf. Si tu es à moins de 5%, tu es sûr que ta vidéo va pas cartonner, en fait. OK, donc ça, c'est le taux d'engagement du coup, ouais, c'est le chiffre à connaître, voilà, d'un point de vue algorithmique, Ouais. sur YouTube. OK, c'est trop cool. Je vois qu'il y a une petite question juste de Cécile que je prends maintenant parce qu'elle est en rapport avec ce qu'on dit, donc trop bien, merci Cécile. Qui est: avec quel outil tu fais ta miniature, Notion, toi? YouTube, pardon. Alors, il y a, Tu tellement spécialisée dans Notion, je te vois, j'ai envie de dire Notion. alors, il y a plusieurs. Moi, j'utilise Canva en ce moment. Avant, j'utilisais Photoshop. Photoshop parce que je connaissais très bien Photoshop et je savais bien l'utiliser, etc. Bon, il se trouve que Canva marche très bien. Il y a des trucs qui sont chiants dans Canva, notamment si tu veux faire des ombres, faut, tu vois, dupliquer le truc, réduire. T'as l'impression parfois de te prendre la tête, mais ça t'évite d'ouvrir Photoshop et c'est quand même plus rapide parfois. Donc en ce moment, j'utilise Canva, mais j'ai compris un truc, c'est pas parce que ta miniature est techniquement plus avancé, c'est-à-dire que tu as fait des effets d'ombre trop cool ou que tu as fait des choses que j'aimais bien faire sur Photoshop, c'est pas parce que ça va cliquer en fait. C'est pas grâce à ça que ça va cliquer. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment ce côté est-ce que ça donne envie, est-ce que c'est une bonne accroche et est-ce que c'est en raccord avec le titre. Typiquement, avant, j'avais tendance à remettre le titre de ma vidéo dans la miniature, ça sert à rien par exemple. En fait, c'est typiquement ces choses-là que j'essaie d'optimiser maintenant de plus en plus. Mais voilà, je suis en plein apprentissage aussi, mais c'est juste que j'ai compris que c'était un truc qui avait de la valeur maintenant. Ouais. Ouais, complètement. Bah, c'est hyper intéressant et toujours sur le sujet de l'algorithme, déjà, est-ce que tu as repéré une fréquence, à laquelle il fallait, vraiment poster les vidéos, un truc optimal? Tout à l'heure, tu parlais de régularité. C'est quoi la bonne pratique selon toi? Moi, je pense que, en fait, avant, il y avait, YouTube qui disait fais de plus en plus de vidéos, il faut que les gens te voient tout le temps. Donc, le truc d'une vidéo par jour marchait très bien. Mmh. Maintenant, c'est moins le cas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que faut que tu sois régulier, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes, une fois qu'ils aient vu quelque chose, elles aient autre chose à regarder. Et sauf que ça, si tu commences, bah, il n'y a pas. C'est-à-dire que dans ta chaîne, il va y avoir 3 vidéos et puis c'est terminé, en fait. Et du coup, pour être certain que les personnes aient autre chose à regarder et que les personnes qui regardent du nouveau puissent le revoir d'un intervalle de temps régulier, à intervalle de temps assez régulier, bah, il faut poster de manière récurrente, en fait. Mais ça veut dire que, par exemple, si un jour tu te prends un mois et tu fais 100 vidéos et que tu les uploads tous, c'est très bien aussi. Mais c'est juste que c'est beaucoup plus compliqué d'en faire 100 d'un coup que d'en faire une par semaine. Et l'autre chose, c'est la partie régularité. Ça, c'est plus pour les viewers qui vont attendre de toi que tu sortes une vidéo le mardi à 9h, par exemple. C'est beaucoup moins important maintenant que ça ne l'était. N'empêche que bah, il faut produire régulièrement pour la plateforme YouTube, mais surtout pour toi, parce qu'à chaque vidéo, tu t'améliores en fait. Et moi, je parle en tant que créateur solo, tu vois, genre je fais tout seul. Je sais que à chaque vidéo, je vais m'améliorer sur mon script, je vais m'améliorer sur ma miniature, je vais m'améliorer sur ma manière de faire mes 10 secondes d'intro, je vais m'améliorer sur la manière de finir, je vais m'améliorer sur le sujet et sur la qualité de la caméra, de la vidéo, du son. Et en fait, c'est des choses qui ne peuvent s'apprendre que graduellement. Tu peux pas d'un coup arriver et être bon, tu vois. Donc, Ouais. c'est bien de le faire petit à petit, comme ça t'apprend à toi aussi au fur et à mesure. Ouais, finalement, c'est en testant qu'on apprend, quoi. Ouais. Ouais, pas vraiment, carrément. On va passer à la partie 2 parce qu'on pourrait parler de l'algorithme pendant super longtemps, mais il est déjà, 13h47. Du coup, sur la partie contenu,
Toi, comment tu as fait au démarrage? Parce que j'imagine que tu as dû, je sais pas, définir un peu une ligne éditoriale, tu vois? Comment tu as, choisi un peu tes sujets ou les vidéos sur lesquelles tu allais poster? Alors moi, déjà, il y a une chose, et ce que je dis tout le temps sur Sandwich ou ce qu'on fait avec Benoît, c'est que moi, à la base, je suis pas un marketeur. C'est-à-dire Mmh. que tu me parles de ligne éditoriale, tu vois, je suis un peu perdu. En tout cas, à l'époque, j'étais beaucoup plus perdu. Je suis en mode, bah oui, des vidéos, en fait. Et typiquement, quand j'avais commencé, j'étais en mode, OK, cool, on va faire une vidéo sur pourquoi je fais cette vidéo. Après, on va faire une vidéo sur ça. Et après, tu pars un peu sur les sujets que tu aimes bien, qui t'intéressent. Donc, pour moi, à l'époque, c'était, tiens, c'est les questions qu'on me pose. Et à l'époque, j'étais un peu le mec informatique, si tu veux. J'ai toujours grandi comme étant le mec un peu tech. Et du coup, bah, je reprenais ces sujets-là, genre, comment ça marche ça, comment ça marche si. C'était beaucoup plus vulgarisation informatique initialement, en fait, où j'expliquais ce que c'est qu'un cookie, ce que c'est qu'un serveur, par exemple. Et c'est des vidéos qui ont extrêmement bien marché parce que justement, j'avais bien étudié l'algorithme parce que c'était des choses extrêmement demandées. Et typiquement, là, si tu tapes juste serveur sur Google, bah, tu as ma vidéo qui pop, typiquement. Parce que, en fait, c'est des vidéos qui sont hyper bien référencées et du coup, ça continue à alimenter le nombre d'abonnés, etc. Et ça, c'était au début. Alors, est-ce que c'était une erreur ou pas? Je pense pas, parce que c'était juste des sujets qui m'intéressaient. Après, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, moi, ça m'importe pas tant que ça, en fait. C'est-à-dire que, en faisant les vidéos, j'apprenais moins rien. Expliquer ce que c'est que le Bitcoin alors que tu sais ce que c'est et que tu le sais bien. Expliquer ce que c'est qu'une RAM alors que tu sais ce que c'est et que tu sais bien, ça t'apporte pas tant que ça. En revanche, expliquer comment marche Airtable avec Notion, bah, c'est un truc qui est nouveau, que toi aussi t'aimes bien, que tu vas devoir rechercher. Et en plus, en termes de valeur apportée à ton cercle, c'est beaucoup plus grand. Et du coup, ça correspondait plus à ce que je voulais faire. C'est pour ça qu'à un moment donné, donc à un an, j'ai un peu switché vers du no-code en sachant que je me suis dit, OK, il y a une opportunité de marché. Il y a un truc que j'aime bien là-dedans qui est expliquer aux gens comment faire des choses sans coder. Et puis, troisièmement, en fait, moi, ça me fait kiffer parce que j'apprends moi aussi. Ouais, trop cool. Et c'est ouf quand même d'avoir réussi à switcher comme ça de sujets, enfin bon, même si c'est assez lié, mais d'avoir gardé ton audience et puis d'avoir réussi à grandir, déjà franchement, je trouve que c'est trop cool. Et est-ce que tu vois, au-delà des sujets, est-ce que tu as différents, types de vidéos? Je sais pas, moi j'avais entendu parler de la stratégie, Hub une fois, sur YouTube avec, des contenus héros, des contenus, je sais pas si tu connais ou si tu as défini quelque chose comme ça toi de ton côté? Ouais, alors je connais pas forcément toutes les nomenclatures. Je pense il y a un peu tout le monde qui crée un peu son petit truc. Mais principalement, il y en a quand même trois qui sont assez classiques. Tu as des vidéos qui sont. Si on parle de structure de type de vidéo, genre le contenu en lui-même, là, c'est assez classique. Soit tu racontes une histoire, soit tu fais une liste soit tu dis, voilà, avant j'étais comme ça, puis maintenant je suis devenu comme ça et ça a changé ma vie. Ok, cool, là tu racontes une histoire. Soit tu fais une liste du genre les 5 astuces, les 10 trucs, nanana. Soit tu fais un peu comme tu faisais à l'école, introduction, contenu, conclusion. Tu vois. Donc en fait, c'est le type de contenu que tu vas pouvoir raconter. Maintenant, quels sont les types de vidéos qui vont servir à des choses différentes? Il y a des vidéos qui vont être faites uniquement pour les personnes qui sont déjà dans ta communauté. Il y a des vidéos qui vont être faites pour les personnes qui te découvrent. Donc là où tu vas mettre un peu plus l'accent de voici ce que tu fais. Donc tu vas aller demander aux gens d'adhérer à ce que tu proposes. Les gens qui te connaissent déjà, tu vas leur proposer du contenu plus quali, plus spécifique, et t'as les vidéos call to action, les vidéos où tu vas proposer quelque chose à la fin. Typiquement, ma vidéo Notion, c'était call to action vers Notion facile, tu vois, par exemple. Ma vidéo Intégromat, il n'y avait pas forcément de call to action. C'était juste continuer à regarder la vidéo, mais c'était quand même une vidéo pour les gens qui connaissent déjà. Ma vidéo du genre comment bien utiliser Gmail, c'est une vidéo plutôt large, en fait, faite un peu pour tout le monde. Et donc, en fonction de ça, tu vas alterner en fonction de ces différents types de vidéos pour pouvoir faire ton acquisition. Après, c'est toujours le framework AR qui revient dans la tête, mais tu as ton acquisition, tu as ta rétention, et puis tu as au final ta conversion avec le call to action à chaque fois, et tu vas avoir des vidéos dans ces différentes parties. Ouais, c'est hyper intéressant et du coup, j'imagine qu'en fait, c'est important quand même d'avoir les 3. Genre, c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer, non? Bah, je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai réussi à mettre des mots et des concepts sur Ouais. ce que j'ai fait. Si tu veux, en réalité, quand tu fais des vidéos, initialement, tu commences à faire des vidéos juste pour que les gens te connaissent. Puis après, tu fais en même temps des vidéos pour ce que tu aimes bien. Puis après, tu te dis, putain, ce serait cool de les faire venir et leur demander l'email, chose que je n'ai pas du tout fait, par exemple, quand j'ai commencé YouTube, ce que j'aurais dû faire day one. Mais tu vois, en fait, tu apprends qu'il te faut les trois. Mais c'était pas écrit, si tu veux, avant. C'est juste que là, je fais plus sens de ce que j'ai réussi à faire. Donc, c'est un peu ça pour beaucoup de gens aussi. Mais initialement, quand tu le penses pas comme ça, quoi.
Ouais, tu veux dire que ça sert à rien au début, en fait, de vraiment se faire une stratégie, par exemple, de ligne éditoriale, que le plus important, c'est avant tout de déjà faire les choses, faire des vidéos Ouais, et après, en faisant, on va commencer à se poser les questions de structure, et cetera, quoi. Enfin, qu'au début, c'est pas si important que ça, c'est ça? ouais, ouais, c'est ça. Donc, tu as ce truc-là il faut beaucoup plus itérer que trop stratégiser, en fait. Ouais, je comprends et selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne vidéo alors? Bah, une bonne vidéo, c'est une vidéo qui fait cliquer. Donc, c'est une bonne miniature et un titre d'abord, qui fait cliquer et qui tient la personne jusqu'à la fin et qui continue, et que la personne continue à regarder. Et dans l'idéal, et dans le meilleur des cas, si elle continue à regarder, c'est qu'elle a appris quelque chose. Donc, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est que, est-ce que tu as un truc qui fait cliquer? Une fois que la personne a cliqué, est-ce qu'elle regarde jusqu'à la fin? Et après, est-ce qu'elle continue à regarder? Et là, tu as tout gagné, en fait. Mais c'est pas aussi évident qui ne paraît, en fait, parce que pour faire ça, il faut quand même que le sujet l'intéresse, il faut quand même que toi, tu expliques les choses bien, il faut quand même que derrière la vidéo que tu proposes soit en lien, il faut aussi que ton titre et la miniature soient assez engageants et te donnent envie et créent cette espèce de suspense. Mmh. Et ça, mine de rien, bah, faut beaucoup itérer avant, je trouve en tout cas, hein, et je pense que tu vois, tu as beaucoup de manières de faire aujourd'hui parce que tu as tout cet apprentissage qui avant était très disparate. Aujourd'hui, tu arrives à le consolider. Justement, bah, typiquement dans cette vidéo, si à la fin vous dites OK, go, j'y vais, bah, vous avez quand même 50% du travail qui est mâché et on vous a donné. Alors que quand tu commences un peu à découvrir avec toi-même, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Donc, euh, donc ouais, une bonne vidéo, c'est tout ce que j'ai dit, quoi. C'est tout ça, mais mettre tout ça dès le début, c'est un peu compliqué. Du coup, si j'avais une chose à choisir, ça serait juste le watch time. C'est-à-dire que comment tu fais le watch time et la miniature. Ou en gros, comment tu fais cliquer. Et une fois que tu as fait cliquer, essaye de garder la personne jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire que tu enlèves tous les E, A, OK, des choses comme ça. Tu enlèves dès que tu sens que tu parles trop. Habille le truc par l'illustration. Et en fait, c'est comme quand tu fais une présentation dans la vraie vie. C'est Mmh. que si tu as trop de slides, bah, les gens vont lire et puis ils risquent de décrocher. Si tu parles trop, ils vont s'endormir. Et dans l'idéal, il faut une balance des deux. Et il faut aussi faire participer, donc commentaires et compagnie. Il faut demander des likes. Il faut qu'une vidéo, ça fuse de tous les côtés. Il faut que la personne se dise, OK, cool, j'ai passé un bon moment. What's next, en fait, tu vois. Ouais, top. Il y a Arthur aussi qui pose une question là, sur la durée des vidéos que je trouve intéressante. Pour toi, c'est quoi en fait, la durée, idéale d'une vidéo pour qu'elle soit vue? C'est que tu vois, j'imagine, qu'il faut pas que ce soit ni trop long, ni trop court. Enfin, est-ce que tu as une reco là-dessus? Alors, c'est vrai que maintenant, c'est le watch time qui compte. Avant, moi, je me disais, la meilleure vidéo, c'est entre 6, 7, 8, 9 minutes, tu vois, un truc comme ça. La réalité, c'est que aujourd'hui, tu as plein de youtubeurs qui réussissent très bien avec des vidéos plus longues, des Mmh. 15 minutes, des 20 minutes. Et je pense que c'est dû au fait que la plateforme est en train de changer, que c'est plus juste une plateforme de snackable content où en fait tu viens et tu regardes 7 minutes de vidéo et tu pars. Mais ça peut être une vidéo où tu restes, enfin, un moment où tu restes 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes devant ton YouTube. Et parce que la plateforme est en train de changer, que du coup, c'est pas vrai que uniquement les vidéos de 7 à 10 minutes fonctionnent. Maintenant, les vidéos de 10 à 15 à 20 minutes, tu regardes aujourd'hui Dirty Biology, tu regardes Stan Leloup, c'est quand même des vidéos assez longues. En revanche, dès que tu commences à dépasser les 20 minutes, faut que ça soit quelque chose d'important. Par exemple, nous, on a beaucoup essayé avec les lives. Les lives, c'est cool quand c'est en live. En replay, ça marche aussi, mais on n'a pas un taux de rétention qui est aussi grand parce que les gens, en fait, n'ont pas forcément une heure à chaque fois. Mmh. Maintenant, vaut mieux itérer beaucoup plus avec des petites vidéos dans un premier temps parce que ça demande une qualité de production, une quantité de production plus petite parce que du coup, tu as moins de temps à monter, etc. que d'un coup partir sur une vidéo de 30 minutes en se disant que ça va cartonner, quoi, en fait. Donc, moi, je dirais entre 5 et 15 minutes, tu vois. Ouais, c'est plus simple, pour démarrer et Mm. dernière question sur la partie contenu, comment tu fais, toi, pour trouver des idées de contenu, des idées de vidéos? Alors c'est une bonne question parce que le process a beaucoup changé. Alors il faut savoir aussi que YouTube aujourd'hui c'est un très side project et j'aimerais bien au final passer full time YouTube. Tu vois. Ça Ouais. serait le top. Et quand tu as du temps YouTube à fond, bah, tu peux faire plein de choses, mais sauf que c'est pas encore mon cas. Ce qui fait que faut que j'optimise plein de choses. Il faut que j'optimise mon montage, il faut que j'optimise mon écriture, il faut que j'optimise mes idées. Avant, ce que je faisais, c'est que je me posais pendant une petite période et j'écrivais plein de titres, plein de sujets. Et je me disais, OK, cool, dès que j'avais un sujet, je le mettais. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, un peu tout le temps, je vais avoir mon truc à idée. Tu vois, moi,
j'utilise beaucoup la méthodologie GTD qui s'appelle Get Things Done, où en fait, dans l'idée, c'est dès que tu as une idée, boum, tu la captures, tu n'en fais rien, mais tu la captures. Et à un moment donné, après l'avoir capturée, tu en feras quelque chose. Et moi, je capture dès que j'ai un truc, boum, c'est parti dans mon téléphone. Et dès que j'ai une idée de vidéo, c'est parti dans mon téléphone. Et une fois par semaine, je vais me poser. Et je vais regarder toutes les miniatures que j'ai un peu kiffées, parce qu'il y a des miniatures que je vais screenshotter, par exemple. Et je vais noter tous les sujets, etc. Et je vais structurer un peu tout ça. Et puis, il y a une fois par semaine où, en fait, je vais écrire un peu les titres des vidéos et les miniatures des vidéos qui sont cool. Et puis, il y a un peu de temps où je vais un peu faire la structure des vidéos. Et puis, il y a des moments où je vais filmer les vidéos. Et j'essaie d'en filmer 2 à la fois. C'est pas facile, mais j'essaie d'en filmer 2 à la fois parce que justement, moi, mon enjeu, c'est pas uniquement de faire des vidéos, c'est faire des vidéos, c'est 10% de mon temps par rapport à tout le reste. Et donc, du coup, il faut que je me démerde pour faire tenir ça dans 10% de mon temps. Qui est un autre enjeu, quoi, en fait. Bah, tu me fais une super transition sur la partie production. Ouais. J'allais te demander combien de temps, en fait, tu mets justement à créer tes vidéos? Parce que ça, c'est la grosse bête noire de YouTube. Ouais. Bah, en fait, je pense qu'on overkill tous le travail. Enfin, on overprocess tous le travail. On se dit toujours que c'est trop compliqué. Et ça l'est, c'est pas forcément évident. Mais en réalité, si on devait prendre une vraie loi de Pareto, 80-20, on se dirait que ton montage hyper cool avec toutes les miniatures, c'est pas très grave. Si tu devais faire juste les 20% de taf, ça serait la miniature, le titre, les 10 premières secondes que tu dois un peu monter. Et sinon, le reste, c'est bon, quoi. Tu parles, en fait. Et ton script, du coup, tu parles. Mais tout le reste, le montage avec des cuts, ton end screen, ton screen de fin pour que la personne aille sur une autre vidéo, ton habillage, la diffusion, etc. Au final, c'est pas aussi important qu'on ne le pense. Moi, je vais te donner mon cas. En fait, bah, évidemment, plus tu fais de vidéos, moins tu mets de temps à les monter. Et enfin, à les créer et à arriver jusqu'à le moment où tu cliques sur upload, parce qu'une vidéo est uniquement finie quand tu as uploadé. Bah, tu vois, sur une vidéo, par exemple, de 15 minutes, tu sais quoi, je vais prendre la vidéo, par exemple, de Notion. Pas celle où j'ai dit Notion, mais c'est celle où j'explique que Google Calendar, par exemple, est possible avec Notion. Ouais. Je vais regarder, par exemple, cette vidéo, elle a fait 9 minutes. Ouais. Pardon? Ouais, rapide. Non, j'ai essayé de me rappeler combien de temps, que je l'ai regardé du coup aussi. J'ai essayé de me rappeler combien de temps elle durait, mais ouais, dans ma tête, c'était 5 minutes, 9 minutes, effectivement. Ouais, c'était 9 minutes, tu vois. Elle a fait 3200 vues et avec une. Tu vois, bon, bref, mais tu vois, avec quand même un bon taux d'engagement. Celle-là, je l'avais en tête, je l'avais pas forcément écrite, je savais ce que j'allais dire. Et du coup, en fait, celle-là, je pense qu'elle a dû me prendre, allez, 1 heure et demie à écrire, tu vois. La miniature, celle-là, c'était assez facile, c'est dû me prendre 30 minutes. Le titre, j'ai dû prendre 30 minutes. Et après le montage, pour le coup, j'ai dû prendre un bon 2-3 heures quand même, tu vois. Ouais, ça fait quand même 5 heures en tout, là, du coup. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, non, mais attention. Ouais. Et en fait, tu sous-estimes tout le temps le travail à chaque fois. Tu te dis, ouais, c'est bon, je l'ai fait en 2 heures. Avant, je me disais, ouais, une vidéo en une demi-journée. Si tu veux faire un truc quali, quand même, c'est chaud, quoi. Et le piège, c'est de tomber comme moi je suis aujourd'hui, c'est de commencer la vidéo et de tout faire en un coup, tu vois. C'est-à-dire que de l'idée et à la publication en une journée, en fait, c'est du heavy lift. C'est vraiment ce qui est le plus compliqué. Alors que si tu fais 2 miniatures en même temps, 2 vidéos en même temps, 2 films en même temps et 2 montages en même temps, c'est plus facile. Si tu fais 3 montages, 3 miniatures, 3 scripts en même temps, c'est plus facile. Et en fait, j'essaie d'arriver par là. Par exemple, la dernière fois, j'ai filmé 4 vidéos d'un coup, tu vois. Et du coup, elles sont à monter, tu vois. Et en fait, j'essaye petit à petit de créer ce truc-là. Mais je pense que plus je vais continuer, plus je vais arriver à balancer de la vidéo. Et je pense que ce qui va me permettre de faire ça, c'est le fait de prendre plus de temps pour YouTube. Aujourd'hui, ça représente, tu vois, 3-4 heures par semaine en réalité. Et je prends sur les week-ends. Et du coup, en fait, il faudrait que ça représente 5 jours par semaine en réalité, si je veux bien faire les choses, quoi, en fait. Ouais. Bon, après, tu les fais déjà quand même bien, parce que 15 200 ou 400 followers. Ouais, mais c'est du long terme. Tu vois, en fait, Ouais. en fait, un nombre d'abonnés, c'est quand même, faut voir, c'est au fur et à mesure, tu vois. Ce qu'il faut regarder, c'est combien d'abonnés tu as eu sur un mois. En fait, c'est ça le vrai chiffre. Le vrai chiffre, c'est pas tu as 30 000 abonnés, c'est combien d'abonnés tu as fait en un mois, tu vois, par exemple. Et moi, je sais que c'est ce chiffre que je regarde. Avant, c'était 600, puis c'était 1000,
Puis là, sur les 28 derniers jours, j'ai fait 2000 abonnés. Et là, je me dis, OK, tu es sur la bonne voie. Tu vois, parce que là, tu gagnes 2000 abonnés à chaque mois. Et là, du coup, tu peux faire tes projections, tu peux faire plein de choses comme ça, en fait. Mmh. Et oui, mon verre d'eau est hyper grand. J'ai acheté Ouais, une bouteille j'ai d'eau de vu. 1 litre et demi parce que j'aime pas me lever tellement je suis devenu un flemmard pour, pour aller remplir ma bouteille d'eau. Mais bon. Oui, j'ai vu ce commentaire-là aussi, il m'a fait rigoler, merci, Bérançon. Moi, j'ai une petite question hyper particulière que je me demande sur les scripts parce que, tu dis tu rédiges le script, tu vois, pendant 1 heure et demie et en fait, je me demande pendant le tournage, comment tu fais? Genre tu apprends ton script par cœur et après tu répètes? Ou alors, tu sais, tu le mets en face de toi et tu lis, comme un prompteur? Ou alors, Euh, je sais pas, tu fais phrase par phrase? Je me suis toujours demandé, ça. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui adorent tout scripter. Genre, c'est que Stan Leloup, par exemple, scripte tout. Il y a des gens qui sont obligés de faire du freestyle, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire tac, tac, tac. Moi, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que moi, tu me dis, fais une vidéo, je te fais une vidéo, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que si je fais la vidéo un peu en mode freestyle, juste avec des bullet points, il y a un moment donné, je vais me perdre. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je vais dire le petit truc de plus qui fait que ça apporte moins d'informations ici. Or, sur YouTube, le plus important, c'est quand même le watch time. Donc, ce que je fais, c'est que il y a des parties que j'écris, il y a des parties que j'écris pas. Par exemple, l'intro et la conclusion, surtout l'intro, je l'écris toujours, par exemple. Sinon, après, je fais des bullet points. Mais si j'ai des choses, des punchlines un peu cool, je les écris. Et Mmh. donc, avant, j'écrivais toutes mes vidéos. Maintenant, de plus en plus, je pars sur du bullet point. Pourquoi? Parce que plus t'écris, plus c'est génial, ta vidéo est on point, mais plus tu passes de temps à écrire, plus tu passes de temps à te reprendre phrase par phrase, parce que j'utilise pas de prompteur. Et voilà. Donc, c'est mi-écrit, mi-bullet point. Ouais. OK, ça répond un peu à la question. Donc du coup, l'intro, tu l'apprends par cœur, tu la répètes et après bullet point, ça t'inspire et du coup, tu le fais en live et je sais pas, tu dois peut-être prendre 2-3 prises, à chaque fois pour être sûr d'avoir la bonne et tu Ouais. avances, comme ça. Putain, c'est Mm. trop cool. C'est hyper inspirant de savoir parce que je me suis toujours demandé comment les gens Non, faisaient, mais techniquement. après, juste pour donner un ordre d'idée, quand tu as, je sais pas, 12 minutes de vidéo, tu as 40 minutes de rush. Mmh. C'est-à-dire que tu as 40 minutes pendant lesquelles tu te reprends, tu fais alors bienvenue aujourd'hui, nous allons parler de OK. OK. Et là du coup, tu fais et je me fais souvent des clap clap clap, tu vois, parce qu'au moment où tu montes, tu as la ligne audio Mmh. qui va arriver et tu coupes à ce moment-là, tu vois. Et parfois je me fais des clap clap clap. OK, on va recommencer à cette partie-là. Et après je dis bonjour et bienvenue sur Digital Wink, la chaîne où on parle de tac tac tac. Aujourd'hui, on va parler de trucs et en fait, dès que je me reprends, bah je vais recommencer parce que moi je suis un peu sur ce point-là et j'essaie de l'être moins en moins, mais je me dis une personne qui me donne 10 minutes de mon temps, elle n'a pas à recevoir de ou de trucs, tu vois, un peu buggés. Sur un live, c'est différent, mais je sais pas. La vidéo de 10 minutes, pour moi, elle est beaucoup plus importante, quoi. Ouais, non, mais je suis grave d'accord avec toi et du coup, pour parler matériel, en fait, qu'est-ce que tu as acheté au tout début et qu'est-ce que tu as comme matériel aujourd'hui? Parce que j'imagine qu'il y a eu un changement ou sauf si tu as investi direct, dans des lights et tout ça, est-ce que tu peux Bah, me dire? en fait, au aujourd'hui, alors, il faut savoir que moi, je m'étais fixé, je veux pas faire l'erreur que tous les youtubeurs font, en tout cas les youtubeurs, débutants, où en fait, tu vas aller sur Amazon et tu vas acheter pour 1000 balles d'équipement. Donc, tu vas acheter ta caméra, tu vas acheter ta lumière, tu vas acheter plein de choses. Et après, tu vas dire, OK, maintenant c'est bon, on est chaud, on est prêt pour faire des vidéos. Et en fait, tu te rends compte que, OK, c'est comme acheter un tapis de sport et maintenant tu dis, OK, on est prêt pour avoir des abdos maintenant, tu vois. Et c'est pas comme ça que ça marche. En fait, le truc, c'est vraiment tout est dans le taf que tu vas mettre et dans la production, enfin, dans la production, dans le nombre de vidéos que tu vas pouvoir sortir. Moi, j'avais mon iPhone qui filmait jusqu'à mes 10 000 abonnés, même 12 000 abonnés. Je me suis dit, j'achète pas de caméra avant parce que ce qui est mon élément bloquant, c'est pas la caméra. Tu vois. C'est comme, tu vois, en ce moment, je fais du vélo et j'ai un vieux vélo, ça fait 8 ans que je l'ai. Et quand je vois des mecs avec des super vélos, je me dis, putain, j'ai envie d'en acheter un. Tu vois. Mais en fait, c'est pas le vélo qui va faire que je vais aller plus vite, tu vois, en fait. Mmh. Et c'est exactement la même chose. Du coup, on est tenté et tout fait qu'on a envie d'acheter une nouvelle caméra et un nouveau micro. Mais ce micro, je l'ai acheté, je crois que ce micro, je l'ai acheté à 10 000 abonnés quand je faisais des lives, ou 8 000, je crois. Et la caméra, je l'ai acheté à 12 000. Et du coup, et je crois que j'ai une ring light assez classique, tu vois, qui permet de m'éclairer, mais c'est un truc que j'ai acheté assez tard au final. Tu vois.
Et, euh, et en gros, qu'est-ce que j'ai comme matériel? J'ai un Sony Alpha 6400. C'est un appareil photo assez classique. On me l'a conseillé, c'est un autre YouTuber qui me l'a conseillé. Ça, c'est un Blue Yeti X qui coûte 98, je crois, quelque chose comme ça. Oh, Avant ça ça, va. j'avais… Comment? J'aurais imaginé que c'était plus cher. Bah, moi aussi. Mais non, mais c'est… Et sinon, j'avais ça aussi, je crois que c'était une cinquantaine d'euros. C'est un micro-cravate. Donc, avant de savoir ce micro, j'avais celui-là. Et c'est le Rode Lavalier. Voilà, c'est un Rode Lavalier. Et du coup, 45 euros. Et le truc est nickel, quoi. Vraiment, genre ça m'a servi pendant tellement de temps. Tu mets ça plus iPhone, tu as une qualité de ouf. Et donc, le truc qui est le plus difficile, en fait, dans une vidéo, c'est pas le matériel, c'est la lumière. Et du coup, pour la lumière, tu te mets devant une fenêtre et ça marche très bien. Et si tu n'as pas de fenêtre, tu achètes une ring light comme ça qui marche très bien, que tu mets devant toi, mais que tu peux l'utiliser comme ça aussi. Donc, en gros, voilà quoi. Ouais, c'est le minimum pour lequel commencer, la lumière. Mais parce que j'imagine que, en fait, il y a un petit problème aussi quand tu te mets face à une fenêtre. Bon, c'est que déjà, il faut avoir le fond qui va bien en face de la fenêtre. Mais en plus, la lumière peut changer, quoi. Et ça, sur la vidéo, ça se voit. Ouais, comme là, tu vois, genre là, il pleut, Ouais. il fait extra moche. Si vous êtes à Paris, vous savez de quoi je parle. Mm. Et en fait, le truc, c'est que bah, ça change trop, en fait. Et du coup, tu vois, au début, vu que ma caméra n'était pas en auto, bah, du coup, c'est compliqué. Et quand tu fais des cuts, ça se voit. Là, ça se voit pas parce qu'on fait pas de cuts, mais sinon, ça se voit. Et du coup, d'ailleurs, il y a Oriane qui demandait est-ce que c'est grave si les cuts sont visibles? Non, sur YouTube, c'est pas très grave. Ouais, cool. Donc, si j'essaie de récapituler, le minimum pour toi, en fait, au début, en fait, c'est déjà de savoir comment faire des vidéos, quoi. Donc, de travailler vraiment le contenu avant de se poser les questions de matériel. Et un iPhone, ça suffit. Et après, si on veut investir, la première chose dans laquelle il faut investir, c'est des lumières. Les green lights, ça suffit, finalement. Et sinon, après, on peut passer à des trucs un peu plus badass, mais ça, c'est que quand on a 40 000, 50 000 followers, du coup, si je comprends bien. Et après, un petit micro peut suffire, c'est ça? Ouais. Après, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y, quoi. Mais sachez que c'est pas ça qui va vous faire. Moi, je sais que j'aime bien, tu vois, ces trucs-là, mais je me suis mis un nom exprès pour éviter d'être ce que j'appelle le cliché youtubeur, le youtubeur qui va acheter tous les trucs qu'il faut et après il va dire bon, maintenant on fait des vidéos, quoi. Tu vois, c'est vraiment juste pour ça. Mais sinon, ouais, t'as très bien récapitulé le truc, quoi. Trop cool. Il est déjà 14h09, tu vois, donc on va juste prendre les petites questions qu'il y avait rapidement. Alors, il y a Laurence qui demande que penser du sous-titrage des vidéos? Est-ce que c'est important selon toi? Moi, je le fais pas forcément parce que je trouve que le sous-titrage automatique est pas trop mauvais, celui de YouTube. Ça marche très bien pour le référencement. Je pense que si j'avais plus de temps, je le ferais. Ou si j'avais plus d'argent à mettre sur YouTube, je le ferais faire avec des outils comme Rev.io, je crois. Ça marche très bien. Aujourd'hui, pareil, pour moi, c'est de l'optimisation. Et aujourd'hui, je la ferais quand j'aurai plus de temps ou plus d'argent à mettre sur YouTube. Je crois qu'il y a PlayPlay aussi qui permet de faire des sous-titrages assez facilement pour les vidéos, mais c'est payant aussi, quoi. Ouais. Donc, il faut y aller. Xorine qui demande au niveau de la description, qu'on avait déjà un petit peu parlé, mais peut-être que tu peux aller un peu plus dans le détail. Sur la description, est-ce qu'elle est importante et est-ce qu'il faut y mettre vraiment beaucoup de mots-clés? Elle est importante parce que ça permet à YouTube de mieux comprendre. Est-ce qu'il faut y mettre des mots-clés? Bah, faut que si par exemple tu cherches à comment dire, si tu cherches à ranker par exemple sur le mot Notion, qui en ce moment est un mot hyper pris sur YouTube, et bah, faut quand même que tu mettes Notion quelques fois pour que YouTube sache que tu parles de Notion. Maintenant, c'est comme sur le SEO. C'est que si vous faites du SEO et vous mettez Notion, 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 Notion partout, c'est pas ça qui va vous faire gagner des places et arriver en premier. YouTube sait très bien comprendre. YouTube sait d'ailleurs très bien comprendre ce que vous dites quand vous êtes en train de parler. Ça va aider, mais c'est pas tout, quoi, en fait. Mais par contre, si tu essaies de ranker sur Notion et que tu ne mets pas du tout sur Notion, là, c'est une erreur. Ok, trop bien. Et dernière question, t'as vu, on finit dans le timing parfait, j'adore. De Yves, quel logiciel de montage est-ce que tu utilises, toi? Moi, j'utilise Final Cut parce que c'est un logiciel où je suis habitué à ça. Maintenant, pour le début, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser Final Cut. iMovie, ça marche très bien si vous êtes sur Mac. Sinon, il y a, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais tu as un truc équivalent sur Windows aussi. Honnêtement, ça fait le taf. Du moment que tu peux faire des cuts et remettre ton son potentiellement, c'est bon, quoi. Et tu peux faire les deux sur iMovie et sur d'autres logiciels simples. Tu n'es pas obligé d'aller vers du Final Cut. Ok, super. Bon, et ben voilà, 14h11, on a tenu 40 minutes, c'est trop bien, c'était hyper intense, franchement. Merci beaucoup, Shubham, pour toutes les informations que tu as données.
J'espère que ça en a aidé plus d'un à savoir un peu comment démarrer sur YouTube et ce qui était important. Du coup, je vous conseille à tous, en fait, d'aller suivre déjà Shubham sur YouTube parce que le contenu qu'il propose est vraiment juste dingue. Moi, personnellement, je suis ultra fan, tu le sais, mais de tes vidéos, surtout sur Notion. En plus, bon, quand on kiffe Notion, c'est vraiment trop stylé. Mais au-delà de ça, ce que tu fais est vraiment bien. Et pour ceux qui ne le font pas aussi encore, je vous invite à suivre le Social Hack Club ou moi-même sur LinkedIn. On est plus là parce qu'on partage régulièrement en fait, les news sur les prochains webinars qui arrivent. Donc voilà, si vous avez kiffé celui-là et que vous voulez pas louper les suivants, et vous pouvez y aller. Et moi, je finis toujours avec une petite phrase qui est « à plus tard dans le webinar » et je demande aux invités de finir avec « à plus tard dans… » À plus tard dans le webinar, c'est ça? Ouais, mais moi, je voulais que tu finisses avec une autre phrase. Ah, d'accord, je suis nul. Ok. C'est ça qui est drôle. Ouais, et à chaque fois, ouais, à chaque fois, je suis sûr qu'il y a des gens qui en font pire que moi, donc c'est pas très grave. À plus tard dans Digital Wink. Ah bah parfait. Merci, Doudou Diouf. Salut. Salut.